Il y a des noms qui sont synonymes d'or. Gucci est l'un d'eux. Mais sous les couches de cuir et de toile monogrammée, une autre histoire se cache. Une histoire écrite non pas avec de l'encre, mais avec du sang. C'est l'histoire d'un empire bâti sur l'ambition familiale et d'une dynastie dévorée par sa propre malédiction. Une saga où le luxe le plus obscène côtoie la ruine la plus brutale. Au cœur de ce drame, un couple. Pas des amants, mais une symbiose destructrice. Lui, c'est Maurizio Gucci, l'héritier. Né dans une opulence écrasante, il portait son nom comme un fardeau. Il était l'héritier faible, piégé dans l'ombre de son père Rodolfo et de son oncle Aldo, les titans qui avaient forgé l'empire. Son traumatisme n'était pas le manque, mais le poids d'une grandeur qu'il se sentait incapable d'égaler. Il désirait la liberté d'un playboy, mais convoitait le pouvoir d'un roi. Elle, c'est Patrizia Reggiani, l'usurpatrice. Fille d'une serveuse, sortie de l'anonymat par le mariage de sa mère avec un beau-père fortuné. Sa blessure originelle n'était pas la pauvreté, mais l'insignifiance. Pour elle, le nom Gucci n'était pas une promesse d'amour, c'était un objectif stratégique, une armure. Maurizio n'était pas un mari, mais un actif, le véhicule qui la propulserait hors de l'ombre, vers la lumière aveuglante du statut. Son identité allait fusionner avec la marque, jusqu'à ce que les deux ne fassent plus qu'un. En 1972, Maurizio défie son père pour l'épouser. Rodolfo la voit pour ce qu'elle est, une arriviste aux yeux affamés. Mais le fils, faible et rebelle, passe outre. C'est leur premier acte de conquête. Ensemble, ils deviennent le centre de la vie mondaine de Milan et de New York. Les années 80 sont un tourbillon d'or et d'excès. Patrizia, surnommée Lady Gucci, pousse son mari à la guerre, une guerre fratricide. Pour prendre le contrôle total, Maurizio, guidé par sa femme, trahit son oncle Aldo. Une dénonciation anonyme aux autorités américaines envoie le vieil en prison pour évasion fiscale. Le premier sang a coulé dans la famille. Le pouvoir a un goût de cendre. Mais le pouvoir isole. Et l'empire qu'ils ont conquis ensemble devient un royaume trop petit pour deux ambitions aussi féroces. En 1985, le point de rupture. Maurizio prétexte un voyage d'affaires. Il fait ses valises, quitte leur penthouse et ne reviendra jamais. Il abandonne Patrizia sans un mot, laissant seul au milieu des échos de leur vie passée. Il commence une nouvelle existence avec une autre femme, la designer Paola Franchi, dans un appartement somptueux sur le Corso Venezia. Le marbre est froid, les œuvres d'art sont des maîtres, et la vue sur Miller est celle d'un homme qui se croit enfin libre. Pendant ce temps, Maurizio, seul aux commandes, se révèle être un roi incompétent. Il se croit plus malin que sa famille, mais il n'est qu'arrogant. Ses dépenses sont catastrophiques. Des millions sont engloutis dans la restauration de son yacht, le Créole, l'une des plus belles goélettes du monde, alors même que l'entreprise qu'il dirige prend l'eau. Le coût de la restauration du navire dépasse les revenus de plusieurs boutiques Gucci. Pendant que le couple se déchire pour des millions, le salaire annuel moyen en Italie est d'à peine 14 500 €. Un gouffre moral qui annonce la ruine. L'acte final de la trahison a lieu en 1993. Acculé, au bord de la faillite, Maurizio commet l'irréparable. Il vend la totalité de ses parts, les dernières actions familiales, au groupe Investcorp pour 170 millions de dollars. Une somme colossale, équivalente à plus de 335 millions d'euros aujourd'hui. D'un trait de plume, le dernier lien de sang entre la famille et la maison Gucci est rompu. L'héritage est transformé en marchandise. Pour Patrizia, c'est plus qu'une humiliation, c'est une annihilation. On lui a volé son nom, son identité, son pouvoir. Une femme privée de son empire est une femme qui n'a plus rien à perdre. Le silence qui suit cette décision est lourde menace. Exclue, humiliée, Patrizia ne voit qu'une seule issue. La vengeance. Si elle ne peut plus être une Gucci, alors personne ne le saura. L'idée du meurtre s'insinue, froide et logique. Par l'intermédiaire de sa voyante, elle passe de manipulatrice à criminelle. Le prix du sang est fixé, 600 000 lire, environ 300 000 €. Une somme qui aujourd'hui s'élèverait à 540 000 €. C'est une fraction insignifiante de la fortune pour laquelle ils se sont détruits. Moins d'un quart de la pension annuelle de 2,1 millions d'euros qu'elle touche après le divorce. La vie de Maurizio Gucci vaut moins qu'une saison de dépenses. Dans son journal intime, à la date du 27 mars 1995, elle écrive un seul mot, en grec. Paradeisos. Paradis. Ce jour-là, le 27 mars 1995, Maurizio Gucci monte les marches de son bureau à Milan. Il est 8h30 du matin. Le bruit des coups de feu déchire le silence matinal. Brutal. Public. 3 balles dans le dos, une dans la tête. Maurizio s'effondre sur les marbres de marbre. Le dernier héritier de la dynastie Gucci est mort. La nouvelle choque l'Italie et le monde de la mode. Pendant 2 ans, l'enquête piétine. La veuve, vêtue de noir, joue son rôle à la perfection. Puis, le 31 janvier 1997, les masques tombent. Patrizia Reggiani est arrêtée. L'image de sa descente des escaliers, impassible, enveloppée dans un somptueux manteau de fourrure, devient iconique. Ce n'est plus Lady Gucci, c'est la Védoise Avecra, la veuve noire. Condamnée à 29 ans de prison, elle continue de vivre dans sa propre réalité. Elle obtient même l'autorisation de garder son furet, Bambi, en cellule. Un privilège absurde, dernier écho de son statut déchu. En 2011, on lui propose la liberté conditionnelle en échange d'un travail. Sa réponse est cinglante, un résumé parfait de sa philosophie. « Je n'ai jamais travaillé de ma vie, je ne vais certainement pas commencer maintenant ». Libérée en 2016 pour bonne conduite, Patrizia vit aujourd'hui à Milan. Par une ironie judiciaire suprême,
Elle touche toujours sa pension annuelle d'1 million d'euros, prélevée sur la fortune de l'homme qu'elle a fait assassiner. Ses filles, Allegra et Alessandra, ont hérité du reste et ont coupé tout contact avec leur mère. L'empire Gucci, lui, a prospéré. Libérée du drame, de la cupidité et du sang de la famille fondatrice, la marque est devenue un titan mondial, valant des dizaines de milliards. Le nom vaut une fortune, la famille s'est anéantie pour une fraction de cette somme. Le sang qui a bâti l'empire est celui-là même qui l'a noyé. Le nom a survécu, pas la famille. Il y a des empires qui ne sont pas bâtis sur la pierre, mais sur un nom. Un nom qui devient une promesse d'or, de pouvoir, d'immortalité. Mais chaque promesse a un prix, et souvent ce prix se paie en sang. C'est une loi immuable. Le sang qui bâtit une dynastie est celui-là même qui la noie, lorsque l'ambition dévore la loyauté. Le nom peut survivre, la famille, jamais. Dans les années 80, le nom Gucci résonnait dans les penthouses de Milan et de New York comme un hymne à l'excès. C'était l'odeur du cuir le plus fin, mêlée au parfum du champagne le plus cher. C'était le son des rires dans des appartements surplombant le Corso Venezia, où le marbre était un tapis pour les rois et les reines de la mode, et où les œuvres d'art des maîtres observaient en silence des fêtes obscènement riches, alimentées par une fortune qui semblait infinie. L'or n'était pas une couleur, c'était l'air que l'on respirait. Aujourd'hui, ces couloirs ne résonnent plus que d'échos. Le silence a remplacé la musique. Le marbre, autrefois chaud sous les pieds des invités, est devenu froid, taché par la mémoire d'une faim brutale. Les rires se sont tus, laissant place aux souvenirs de 3 coups de feu qui ont déchiré le matin milanais et d'un corps s'effondrant sur les marches du pouvoir. La ruine n'est pas dans les murs, elle est dans le nom lui-même, une malédiction gravée dans chaque monogramme. En 1993, l'héritage familial a été liquidé. Les dernières parts de l'empire Gucci ont été vendues pour une somme qui, aujourd'hui, dépasserait les 335 millions d'euros. Une fortune colossale. Mais cette transaction n'était que l'acte final d'une tragédie déjà écrite, car derrière ce chiffre se cache une histoire de trahison, de cupidité et de vengeance. Une histoire où le coût d'un assassinat, à peine 540 000 euros en valeur actuelle, est une fraction dérisoire du prix de l'ego. Patrizia Reggiani, Lady Gucci, a un jour déclaré « Il vaut mieux pleurer dans une Rolls-Royce que d'être heureux sur un vélo ». Une philosophie qui a scellé son destin. Mais la question demeure, et nous vous la posons. À quel point un nom peut-il être précieux? Et que seriez-vous prêt à détruire pour le posséder? Dites-nous-le dans les commentaires. Avant l'or et le sang, il y avait le silence d'une Italie d'après-guerre, où le nom d'une jeune fille ne signifie rien. Patrizia Reggiani est née dans ce silence, fille d'une serveuse, une ombre parmi tant d'autres. Sa blessure originelle n'était pas la faim, mais l'humiliation de l'insignifiance. Elle a grandi en regardant le monde du luxe à travers une vitre, un spectacle auquel elle n'était pas conviée. Le mariage de sa mère avec un beau-père fortuné n'a pas guéri cette blessure. Au contraire, il l'a affectée. L'argent lui a donné un avant-goût du pouvoir, mais un pouvoir emprunté, fragile. C'était le statut d'un autre, pas le sien. Chaque compliment qu'on lui faisait était une insulte déguisée, un rappel qu'elle n'était que la fille de, la belle-fille de. Dans son esprit, une conviction brutale s'est forgée. L'argent ne suffisait pas. Il lui fallait un nom qui pèserait comme de l'or, un nom qui forcerait le monde à se taire quand elle parlait. Ce besoin n'était pas une simple ambition, c'était une faim dévorante, une obsession qui allait consumer toute autre émotion. Pour Patrizia, exister c'était être reconnu, et être reconnu c'était régner. Le monde n'était pas un lieu de bonheur, mais une hiérarchie à conquérir. Elle n'a jamais cherché l'amour, elle a cherché une arme, et elle l'a trouvé dans un héritier au regard doux et à la volonté faible. Le jour où elle a rencontré Maurizio Gucci, elle n'a pas vu un homme, elle a vu une porte en massif menant à un empire. Chaque sourire, chaque mot doux était une manœuvre stratégique, un mouvement sur un échiquier dont elle était la seule à connaître les règles. Le mariage n'était pas une union, c'était le premier acte d'une prise de contrôle hostile. En 1972, lorsque Maurizio a défié son père Rodolfo pour l'épouser, c'était pas une victoire de l'amour, mais la première brèche dans la forteresse Gucci. La bête était entrée dans le palais. Les années 80 sur leur règne, Milan, New York, le nom Gucci, sous leur impulsion, est devenu synonyme d'un luxe si obscène qu'il en devenait presque violent. Il n'organisait pas des fêtes, il présidait des rituels d'opulence, où le champagne coulait comme de l'eau et où l'or semblait suinter des murs. Patrizia, désormais Lady Gucci, était au centre de tout, son ambition étant le moteur et la faiblesse de Maurizio, le carburant. Elle le poussait, le façonnait, le transformait en l'outil de sa propre ascension. L'Empire était un champ de bataille familial, et Patrizia était une stratège impitoyable. Pour s'emparer du trône, il fallait éliminer les anciens rois. L'oncle de Maurizio, Aldo Gucci, le titan qui avait bâti la marque en Amérique, était le premier obstacle. Il était le sang originel, la vieille garde. Il devait tomber. Le pouvoir ne se partage pas, il se prend. La trahison fut aussi froide qu'anonyme. Une dénonciation aux autorités fiscales américaines. Un acte lâche, invisible, mais à l'efficacité brutale. Aldo Gucci, le patriarche, l'architecte de l'Empire, a fini ses jours humilié, derrière les barreaux, pour évasion fiscale. Le premier sang de la famille avait été versé, non pas avec un couteau, mais avec un stylo et un murmure au téléphone. Le trône était à eux. Mais cette victoire n'était pas une célébration, c'était une corruption. Le pouvoir qu'ils avaient conquis par la trahison portait en lui le germe de leur propre ruine. En détruisant un membre de leur propre famille, ils avaient établi une nouvelle loi au sein de leur royaume,
La seule loyauté qui vaille est celle envers soi-même. Ils avaient goûté au sang, et ce goût allait définir tout ce qui allait suivre. L'Empire était à eux, mais il était bâti sur les cendres de la confiance, un mausolée doré où ils allaient bientôt s'enterrer eux-mêmes. Le pouvoir, une fois conquis, exige un monument, un temple à la mesure de l'ego de son nouveau dieu. Pour Maurizio Gucci, libéré de Patrizia, ce temple fut érigé sur le Corso Venezia, au cœur de Milan. Ce n'était pas un foyer, c'était une déclaration de guerre. Une forteresse de marbre et de silence, conçue non pas pour accueillir la vie, mais pour sceller la victoire sur son passé. Chaque dalle, chaque poignée de porte était un message à celle qu'il avait laissée derrière lui. L'Empire m'appartient. La construction de ce mausolée personnel fut une orgie de dépenses, un défi à la raison financière alors même que l'entreprise familiale sombrait. Le marbre n'était pas italien, il était arraché aux carrières les plus rares du monde, son transport coûtant plus cher que la construction d'une maison modeste. Les boiseries étaient faites de bois exotiques, dont les noms mêmes évoquaient des empires coloniaux déchus. Et puis il y avait le yacht, le créole, une goélette noire, élégante et maudite. Sa restauration a englouti des millions, une somme catastrophique qui aurait pu sauver des dizaines d'emplois, mais qui a plutôt servi à polir le miroir flottant de la vanité d'un seul homme. Le coût de cette liberté était obscène. Tandis que l'Empire Gucci commençait à se fissurer sous le poids de sa mauvaise gestion, Maurizio dépensait sans compter. L'argent n'était plus une ressource, c'était une abstraction, une arme pour effacer son sentiment d'infériorité. Chaque million dépensé pour son confort personnel était un clou de plus dans le cercueil de l'héritage de son père et de son oncle. Il bâtissait son Olympe sur les fondations mêmes qu'il était en train de détruire. Entrons. Le silence du penthouse était assourdissant, à peine troublé par l'écho de pas solitaires sur des kilomètres de marbre poli. Le grand salon n'était pas une pièce à vivre, mais une galerie. Une baille vitrée monumentale offrait Milan en spectacle, la ville tentaculaire et indifférente, réduite à une maquette au pied de son propriétaire. C'était la vue d'un roi sans royaume, contemplant un empire qui lui glissait déjà entre les doigts. Les murs étaient couverts d'œuvres de maître, des toiles qui avaient survécu à des guerres et des révolutions, observant maintenant en silence la décomposition d'une dynastie. Ces peintures n'étaient pas des sources de joie ou de contemplation, c'étaient des actifs, des symboles de statut, des témoins muets de conversations téléphoniques où des fortunes étaient dilapidées et des trahisons finalisées. Les visages figés sur les toiles semblaient juger l'arrogance de leur geôlier. La chambre principale était un sanctuaire de soie et de cachemire, un cocon stérile où le sommeil n'apportait aucun repos. C'est là, dans cette opulence glaciale, que Maurizio vivait sa nouvelle vie avec Paola Fanchi, une existence qui se voulait une rupture, mais qui n'était qu'une répétition des mêmes erreurs avec une autre partenaire. Le lit était immense, mais l'espace entre les corps était un abîme de secrets et de dettes. Et au-delà des murs, il y avait le créole. Le yacht n'était pas seulement un navire, c'était l'extension liquide du penthouse, un palais flottant de teck et de latons, où Maurizio fuyait ses responsabilités. Il naviguait sur la Méditerranée, organisant des fêtes où le champagne était moins cher que l'eau, ignorant que chaque vague le rapprochait un peu plus du naufrage. Le navire était une métaphore parfaite, magnifique en surface, mais prenant l'eau de toutes parts. La vie dans ces lieux était une performance constante. Les fêtes n'avaient plus la ferveur stratégique de l'époque de Patrizia, elles étaient plus froides, plus désespérées. Des rassemblements de parasites et de flatteurs, attirés par l'odeur de l'or, mais déjà conscientes de l'odeur de la ruine imminente. Les rires résonnaient étrangement dans les immenses pièces, des échos sans chaleur qui se perdaient dans les hauts plafonds. Le personnel se déplaçait comme des ombres, des majordomes, des femmes de ménage, des cuisiniers, tous liés par un pacte de silence. Ils voyaient l'arrogance, entendaient les disputes étouffées, servaient des repas d'une valeur supérieure à leur salaire annuel. Ils étaient les véritables gardiens du temple, les chroniqueurs invisibles d'une chute annoncée, leur silence acheté par des chèques qui commençaient à être signés sur un compte à découvert. La routine de Maurizio était celle d'un homme qui se ment à lui-même. Des matinées passées à admirer sa vue, des après-midi à signer des documents qu'il ne comprenait qu'à moitié, et des soirées à dépenser l'argent qu'il n'avait plus. C'était une existence aliénée, un luxe si extrême qu'il en devenait une prison dorée. Chaque objet de valeur était un barreau de plus à sa cage. Mais le véritable lieu du crime n'avait ni mur de marbre ni vue sur la ville. Le véritable bunker où se préparait l'horreur était un objet intime, presque banal, le journal de Patrizia Reggiani. Pendant que Maurizio jouait au roi dans son palais vide, elle, l'impératrice exilée, affûtait sa vengeance dans les pages d'un carnet. Chaque mot était une goutte de poison. Ce journal était la chambre de torture de son esprit. Les frustrations, l'humiliation, la haine pure, tout y était consigné avec une méticulosité glaçante. C'est là, dans le secret de l'encre sur le papier, que l'idée du meurtre a cessé d'être une fantaisie pour devenir un projet, une solution logique. À la date du 27 mars 1995, le jour de l'exécution, elle n'écrira qu'un seul mot, un mot en grec, comme pour masquer un secret divin ou infernal, paradisos, paradis. L'enfer, lui, s'est organisé au téléphone. Les murmures entre Patrizia et sa voyante, Pina Auriemma, étaient le véritable complot, pas dans une cave sombre, mais dans le confort d'un salon bourgeois. C'est là que le prix du sang a été fixé. 600 000 lires, l'équivalent de 540 000 € aujourd'hui. Une somme dérisoire, une insulte. La vie de l'héritier Gucci valait moins que le budget annuel d'entretien de son yacht. Cette somme est la clé de voûte de toute la tragédie. Elle révèle un monde où tout a un prix et où rien n'a de valeur.
La vie d'un homme, le père de ses enfants, transformé dans une simple transaction financière, moins chère qu'une voiture de sport ou une parure de diamant. C'est le point final de la déshumanisation, le moment où l'or a définitivement tout corrompu. Et pendant que cette poignée de personnages jouait avec des millions et des vies humaines, l'Italie des années 90 vivait une autre réalité. Le salaire annuel moyen était d'à peine 14 500 €. Pour l'Italien moyen, le coût de cet assassinat représentait plus de 30 ans de travail acharné. Le gouffre n'était pas seulement financier, c'était un abîme moral. Le marbre du Corso Venezia n'était pas seulement froid, il était taché par le mépris d'une classe si déconnectée du monde réel qu'elle en avait oublié que le sang, une fois versé, ne peut être effacé. 2 ans. Pendant 2 ans, un silence de mort s'est installé sur Milan. Le sang de Maurizio Gucci avait séché sur le marbre, mais l'écho des coups de feu hantait encore la ville. L'enquête patinait, s'enlisant dans un labyrinthe de fausses pistes et de dettes obscures. Patricia, la veuve vêtue de noir, jouait son rôle à la perfection. Elle était l'impératrice déchue, une figure tragique dont le chagrin semblait authentique que ses diamants. Mais sous le voile du deuil, la paranoïa rongeait. Chaque sonnerie de téléphone était une alerte, chaque regard un interrogatoire. Son appartement, autrefois un théâtre de pouvoir, était devenu une cage dorée où les murs avaient des oreilles et les ombres des visages. L'erreur fatale ne vint pas d'elle, mais de la chaîne de la cupidité qu'elle avait elle-même forgée. Le complot, scellé par une somme dérisoire de 540 000 €, était un pacte entre des âmes médiocres. L'un d'eux, Ivano Savioni, le portier de nuit, ne put résister à la vanité. Dans un bar sordide, aveuglé par l'alcool et l'ego, il se vanta. Un murmure de trop adressé à la mauvaise personne. Une vantardeusie qui a brisé le silence. Ce n'est pas un travail de détective de génie qui a fait tomber la veuve noire, mais la plus banale des faiblesses humaines, le besoin d'un homme insignifiant de se sentir important. Le fil, une fois tiré, a tout dénoué. L'informateur a parlé, la police a écouté. Le complot, qui semblait si hermétique dans les salons feutrés de Patricia, s'est révélé être une construction fragile de mensonges et de petites trahisons. Le cerco, le siège, n'était plus psychologique, il était désormais réel. Des voitures banalisées se sont garées dans les rues voisinantes. Des écoutes téléphoniques ont été mises en place. Le son de la voix de Patricia, autrefois un instrument de commandement, est devenu une preuve. Chaque mot, une pierre de plus à son propre tombeau. L'empire qu'elle avait voulu reconquérir par le sang était sur le point de s'effondrer sous le poids d'un seul mot imprudent. Le 31 janvier 1997, l'aube est glaciale sur Milan. Le silence n'est pas celui de la paix, mais celui qui précède la tempête. À 5 heures du matin, alors que la ville dort encore, des ombres se détachent et convergent vers l'adresse de Patricia Reggiani. Il n'y a pas de sirène hurlante, pas de drame théâtral, juste le bruit feutré des portières qui se ferment et des pas déterminés sur le trottoir. La justice, quand elle vient pour les riches, avance souvent à pas de loup. La sonnette retentit, une note stridente qui déchire le calme de l'appartement. Patricia est réveillée non par un serviteur, mais par la loi. Face aux carabiniers, elle ne crie pas, ne pleure pas. Une froideur surnaturelle s'empare d'elle. C'est le dernier acte, la dernière scène, et elle sait que tous les yeux sont tournés vers elle. Sa première demande n'est pas pour un avocat, c'est pour du temps. Le temps de se préparer, de revêtir son armure. Elle choisit méticuleusement sa tenue, non pas comme une femme qui va en prison, mais comme une reine qui se rend à son couronnement. Et puis, la descente. C'est l'image qui figera la tragédie dans l'éternité. Enveloppée dans un somptueux manteau de fourrure, les bijoux étincelant même dans la faible lumière du matin, elle descend les escaliers. Chaque marche est une pause. Les flashs des photographes crépitent, une tempête de lumière blanche qui illumine un visage de marbre. Elle n'est pas brisée, elle est impériale. Ce n'est pas une arrestation, c'est une procession. Le clic métallique des menottes qui se referment sur ses poignets est le seul son qui trahit la réalité. Le son brutal de la fin. Lady Gucci est morte. La Vedova Nera, la veuve noire, vient de naître. Le sac de l'Empire ne s'est pas fait avec des torches et des fourches, mais avec des scellés et des registres. Tandis que Patricia entrait dans le silence de sa cellule, les agents de l'État entraient dans le silence de ses appartements. Chaque objet, chaque meuble, chaque œuvre d'art qui avait été un symbole de son triomphe est devenu une pièce à conviction. Le luxe a été catalogué, étiqueté, sa valeur monétaire notée à côté de sa valeur probante. Le penthouse du Corso Venezia, autrefois forteresse de Maurizio, puis quartier général de la vengeance de Patricia, a été vidé de son âme, transformé en une scène de crime stérile. Le véritable pillage fut celui des secrets. Le journal intime de Patricia, son sanctuaire de haine, a été ouvert, disséqué. Le mot Paradisos, griffonné à la date du meurtre, a cessé d'être un cri de victoire privée pour devenir l'épitaphe de sa liberté. Les comptes en banque ont été gelés, les coffres ouverts. L'or qui avait été le but de toute une vie est devenu la preuve irréfutable du mobile. La fortune pour laquelle elle avait tué est devenue la chaîne qui la liait à son crime pour les décennies à venir. Le nom Gucci qu'elle avait tant voulu posséder lui a été arraché une dernière fois, non par son mari, mais par la justice. La ruine était complète.